Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h, une émission préparée par Fanny Richet, Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Kieran Gessel, réalisée par Jean-Christophe Francis, à la prise de son, Alexandre Dang. Une véritable pathologie sociale, un mal qui ronge la République. Ce sont les mots choisis avant-hier par le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, pour exprimer la détermination du gouvernement à lutter contre l'antisémitisme et le racisme, lutte hissée au rang de cause nationale. Une réaction forte après l'agression d'un couple quelques jours plus tôt à Créteil, en banlieue parisienne. Agressé parce que juif, c'est ce qui ressort de l'enquête de police. Les malfaiteurs auraient répété à plusieurs reprises que leurs victimes cachaient forcément de l'argent à leur domicile, comme le font tous les juifs. 3 hommes ont depuis été interpellés. Alors difficile, vu les circonstances, de ne pas repenser à une affaire plus ancienne et plus tragique, la séquestration et la mort en 2006 d'Ilan Halimi. Au départ, dans l'esprit des agresseurs, il y avait les mêmes préjugés. Des préjugés qui, à en croire les enquêtes, sont loin de s'éteindre. La Commission nationale consultative des droits de l'homme constatait en début d'année une baisse de la tolérance à l'égard des juifs et la persistance d'un certain nombre de clichés, ce qu'une étude plus récente de la Fondapol vient confirmer. Quant aux actes et aux menaces antisémites, ils sont aussi en hausse, de plus de 90% depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2013, selon les statistiques du ministère de l'Intérieur. Alors une fois le diagnostic établi, se pose la question de la meilleure façon de réagir et de l'efficacité des dispositifs mis en place, notamment à l'école, pour combattre ce phénomène. Quel est le bon discours pour lutter contre l'antisémitisme ? C'est notre sujet du jour. Et pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir Jacques Fredge. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur du mémorial de la Shoah, qui se trouve à Paris, dans le 4e arrondissement. Mémorial où vous accueillez chaque année de nombreux scolaires, également des enseignants à qui vous apportez une aide pédagogique. Et depuis quelques mois, des stages de citoyenneté qui, là, concernent des personnes qui pourraient être poursuivies pour propos antisémites, c'est ça ? Qui, au lieu d'être condamnés pour des propos racistes ou antisémites, et j'insiste, c'est raciste et antisémite, c'est les deux, au lieu d'être condamnés, la justice finalement fait le pari de l'intelligence et leur propose, au lieu d'une condamnation, de suivre un séminaire au mémorial. Et donc, en effet, il y a eu le premier séminaire qui s'est déroulé au mois de septembre. Alors, raciste et antisémite, on verra à quel point il est important, sans doute, dans le discours de lutte contre l'antisémitisme, d'associer ces deux termes. Pour discuter avec vous ce soir, Claire Podetti, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeure d'histoire-géographie au collège Charles Péguy de Palaiseau. Vous enseignez depuis une vingtaine d'années. Vous avez coordonné le projet qui a reçu le prix Ilan Halimi contre l'antisémitisme. C'est un prix qui est organisé par le Conseil général de l'Essonne. Votre projet s'appelait « L'art comme médium interdisciplinaire pour enseigner la Shoah ». Vous aurez évidemment l'occasion de nous expliquer ce qu'était votre projet, puis la façon dont vous vous y prenez pour essayer à la fois d'enseigner la Shoah et de lutter contre les préjugés antisémites dans vos classes. Notre troisième invité, Michel Vivorca, bonsoir. Bonsoir. Sociologue, directeur d'études à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales. Vous avez publié au Seuil au mois de mai dernier « L'antisémitisme expliqué aux jeunes ». Première question, elle sera pour vous, Michel Vivorca. Est-ce qu'une affaire comme celle de Créteil, c'est une affaire qui permet, en tout cas qui autorise de débattre peut-être plus facilement de l'antisémitisme, ou bien est-ce que vous diriez le contraire, c'est-à-dire quand il y a ce genre d'affaires, c'est plus compliqué que dans des périodes moins agitées, disons, médiatiquement ? C'est toujours compliqué de débattre d'un sujet comme celui-là, et c'est en même temps toujours nécessaire. Et donc quand l'actualité nous saisit, comme c'est le cas avec cette affaire, ben oui, il faut discuter, il faut débattre, il faut réfléchir. Toute la difficulté, c'est de se situer au bon niveau dans le débat, d'être ni dans l'excès ni dans le défaut, et peut-être aussi de ne pas attendre qu'à chaud des réponses immédiates soient proposées pour affronter un tel problème. Claire Podetti, quand l'actualité nous saisit, est-ce que l'enseignante que vous êtes, ou en tout cas que vous représentez ici ce soir, le corps enseignant, doit se saisir justement de ces éléments d'actualité ? Est-ce que vous le faites, par exemple, vous ? Alors, à chaud comme ça, c'est difficile. Je pense qu'il faut avoir aussi après un petit peu de recul. J'en ai parlé, moi, dans mes 2 classes de 3e, puisqu'on est dans le cours, justement, sur la Shoah.
Et j'ai ouvert là-dessus en disant que l'antisémitisme, on avait eu là un acte antisémite. Et on en a un petit peu parlé avec les élèves, mais uniquement en classe de 3e, pas du tout dans les autres niveaux. De quelle manière vous en avez parlé ? J'ai raconté ce qui s'était passé. Certains élèves n'en avaient pas entendu parler, d'autres, la majorité en avait entendu parler. Et certains ont contesté la façon dont vous en parliez, justement, dont vous relatiez le fait, non. Parce qu'on est encore dans une enquête. Bien sûr, bien sûr. On ne sait pas encore exactement tout ce qui a pu peut-être se passer. Si ce n'est qu'il y avait l'article du Monde et je suis partie de l'article du journal Le Monde pour en parler. Et ensuite, mais ça n'a pas été plus loin. J'ai juste dit que il y avait encore que cette forme de racisme existait encore. Alors l'idée ce soir, évidemment, c'est de prendre du recul et d'essayer de réfléchir à la façon et au bon discours à opposer aux préjugés antisémites, dont on va voir qu'ils sont encore assez nombreux. Jacques Frege, est-ce que la première chose à opposer, est-ce que ça n'est pas la loi, c'est-à-dire expliquer que l'antisémitisme, ça n'est pas une opinion, c'est un délit. Est-ce qu'il faut toujours commencer par là, même si ça ne suffit pas ? Écoutez, chacun son rôle dans une société. Si vous me demandez si le rôle du mémorial est de parler de la loi, je vous dirais non. Bien évidemment, il est nécessaire de rappeler toujours et encore que la loi punit le racisme, l'antisémitisme, la négation de l'histoire de la Shoah et d'autres génocides, si je ne me trompe. Il faut replacer ça dans son contexte, bien montrer que c'est un délit dans la société. Mais j'ai envie de dire que ça ne suffit pas, parce que ce n'est pas parce qu'une société ou parce que la loi bannit l'antisémitisme que cela suffit à convaincre le public ou les élèves que c'est quelque chose à proscrire. Michel Vivorka. Tout d'abord, avant de dire que la loi nous dit que c'est un délit, peut-être faut-il rappeler cette phrase très célèbre, je la cite de mémoire, donc peut-être pas parfaitement, de Jean-Paul Sartre après la guerre, disant avant l'antisémitisme était une opinion, après la guerre, après la Shoah, il n'a pas utilisé le mot Shoah bien sûr, à l'époque on ne l'utilisait pas, on sait que c'est un crime. Autrement dit, avant même d'en appeler à la loi, on en appelle à la conscience et à la compréhension de ce qui s'est passé. Et vous voyez que le mot crime est quand même plus fort que le mot délit. Ensuite, je voudrais faire une remarque parce que, bien sûr, on est ici pour réfléchir, pour analyser, pour prendre une certaine distance. Et si on veut avoir une discussion sérieuse, il faut s'entendre exactement sur le sens des mots. Et rien que de dire l'antisémitisme est un racisme pose des grandes questions. Et la première question, c'est est-ce qu'aujourd'hui encore, le contenu de l'antisémitisme est-il un racisme au sens de est-ce qu'il y a une idée de race juive ? Je suis frappé de voir que les juifs sont décrits aujourd'hui dans le débat public, premièrement en termes religieux avant tout, ce qui pourrait donner l'impression qu'on revient à des passions d'une autre époque, quand avant l'antisémitisme, c'est-à-dire l'antijudaïsme, premièrement, et que deuxièmement, si on fait la liste des expressions de la haine vis-à-vis des Juifs, on trouve de la violence, l'affaire de Créteil, des préjugés, les Juifs ont de l'argent, on ne trouve pas de discrimination, je ne crois pas, on ne trouve pas de ségrégation, enfin, il n'y a pas tous les éléments. Et l'idée de race, me semble-t-il, n'est pas aussi présente dans la haine des Juifs, c'est pas pour autant que c'est mieux ou moins bien, mais l'idée de race n'est pas aussi présente qu'elle a pu l'être à d'autres époques. On ne décrit plus, ou moins qu'avant, je crois, les Juifs en termes de race. Et donc, tout ça pose des grandes questions, mais s'il s'agit de trouver les expressions justes du discours, donc des mots que nous allons employer pour combattre ce fléau, alors il faut aussi être attentif à ce que ce fléau véhicule, à ce qu'il est réellement aujourd'hui. Il n'est pas exactement le même qu'il y a 50 ans. C'est la raison pour laquelle, Jacques Frege, en début d'émission, vous insistiez pour dire racisme et antisémitisme. Les deux termes vont ensemble, mais ils ne se confondent pas forcément. Oui, bien évidemment, ils ne se confondent pas. Donc, je souscris à ce que dit Michel Vivorka, qui est un des spécialistes de cette question, et je crois qu'il a raison sur la question des termes. Simplement, il a raison, mais en même temps, c'est pas évident. C'est-à-dire, on peut très bien se dire, voilà, l'antisémitisme, c'est une forme de racisme. Alors peut-être pas dans son acception la plus scientifique qui soit, mais dans la perception qu'on peut en avoir. Et il y a peut-être pas de raison de sortir ce mal-là d'un ensemble plus vaste.
En fait, si vous voulez, nous, la question à laquelle on est confronté quand on parle de l'antisémitisme au mémorial, c'est d'abord d'être entendu par les élèves qui viennent au mémorial. Et donc, pour être entendu par les élèves qui viennent au mémorial, on a compris finalement qu'il fallait d'abord leur parler du racisme. C'est-à-dire que finalement le racisme existe dans la société française. Et nous en avons tous été victimes d'une manière ou d'une autre contre les racismes anti-immigrés, anti-jeunes, anti-vieux, anti-blondes, etc., etc. Donc chaque racisme a une forme particulière, mais on a tous été victimes de ce racisme. Et en même temps, on est tous capables aussi d'être raciste. Alors la difficulté, c'est que quelqu'un qui va qui va dire des choses pas très agréables à entendre, ou qui va commettre un acte, n'a pas forcément conscience d'être raciste, parce que nous on constate par exemple au mémorial que les enfants font bien la différence entre l'histoire de la Shoah. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Ils comprennent qu'il s'est passé quelque chose de grave durant l'histoire de la Shoah, mais ça ne les empêche pas au présent, aujourd'hui, de dire mais quand même les Juifs, pour qu'ils se prennent, les Juifs sont riches et les Juifs contrôlent, etc. Et bon, tous les préjugés qu'on peut entendre aujourd'hui. Donc j'essaye simplement de dire qu'aujourd'hui, si on veut être entendu quand on parle de l'antisémitisme, il faut parler aussi des autres racismes. C'est aussi une façon de reconnaître peut-être le racisme dont la personne qui est elle-même raciste est victime. Juste pour qu'on comprenne bien ce que vous dites, Jacques Fredge, enfin c'est extrêmement clair, hein, mais ça veut dire que pour vous, la bonne porte d'entrée pour parler de l'antisémitisme, c'est d'abord de parler du racisme. C'est de montrer qu'on ne parle pas que de l'antisémitisme quand on parle de l'antisémitisme. C'est qu'on aborde plein d'autres sujets, y compris la question du racisme. Claire Podetti, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors moi, ça commence quand même en histoire, hein, par un ancrage quand même sur la Shoah et la spécificité de l'antisémitisme, qui d'un point de vue historique, moi, me semble essentiel, et de transmettre ces connaissances que les élèves ne connaissent, enfin, cette histoire-là que les élèves ne connaissent pas. Hein, comme je suis dans les cours et que je savais que je venais, j'ai interrogé là les élèves de mes 2 classes sur donc une 50aine d'élèves. Il y en a à peu près 10-15 qui connaissaient, mais très vaguement, à travers des films ou des livres qu'ils avaient pu lire. Les autres n'avaient pas eu une transmission sur cette histoire-là. Donc je crois que c'est essentiel, ça. Il y a une méconnaissance historique. Et moi, ça me paraît essentiel de l'ancrer justement dans cette spécificité. Ensuite, après... C'est-à-dire que votre démarche, c'est d'en faire un objet historique spécifique, mais avant tout un objet historique. Un objet, ah oui, en tant que professeur d'histoire, oui, mais dans un deuxième temps, de l'ouvrir à l'interdisciplinarité qui me paraît essentielle et à l'art pour tisser un lien vers le présent. Et ça, moi, je suis vraiment tout à fait d'accord avec Jacques Fredge, c'est-à-dire que je crois qu'il faut questionner le racisme, les racismes, et permettre aux élèves d'avoir un regard sur notre société. Mais est-ce que les programmes d'histoire tels qu'ils sont conçus aujourd'hui, alors notamment dans les classes où vous exercez, Claire Podetti, vous permettent d'avoir cette approche nuancée et différenciée, c'est-à-dire du racisme et de l'antisémitisme? Oui, alors dans le cadre, moi, de projets plus larges, c'est-à-dire que l'entrée historique, elle est en cours d'histoire, vraiment le cours sur la Shoah dans la Seconde Guerre mondiale, que moi, je réinsère dans une histoire plus longue, européenne, qui me semble essentielle pour comprendre justement le phénomène de l'anti-judaïsme et ses racines. Et ensuite, je le décline donc sur un projet qui, dans un deuxième temps, on accueille un témoin, Ida Grinspan, et puis dans un troisième temps, je fais un travail de création artistique avec des artistes. Jacques Fredge. Oui, alors pour répondre à votre question, est-ce que à travers l'enseignement de la Shoah, on a de quoi aborder toutes ces nuances? Oui, il suffit simplement d'expliquer que le nazisme en tant que tel est une théorie raciale qui n'est pas exclusivement tournée contre les juifs, qu'il y a bien d'autres cibles qui ont été ciblées par le nazisme, que le programme T4 est quand même quelque chose qui a fonctionné d'abord contre les non-juifs. On a suffisamment d'éléments pour, je dirais, en quelque sorte, disqualifier le nazisme et ne pas en parler uniquement à travers le prisme de l'antisémitisme, même si après, bien sûr, on va en parler d'une manière très spécifique. Mais
finalement, on a tous les éléments dans les programmes scolaires pour pouvoir aborder toutes ces questions. Bon, Michel Weber, quand on voit bien qu'on a deux éléments de réflexion en fait pour essayer d'imaginer des discours à opposer à l'antisémitisme, c'est-à-dire en termes de porte d'entrée, à la fois est-ce qu'il faut entrer par la porte du racisme pour arriver à l'antisémitisme, et puis est-ce qu'il faut entrer par la porte de l'enseignement historique de la Shoah pour arriver aussi au même sujet. Moi, je me garderais bien, je n'ai l'expérience ni de l'un ni de l'autre, et donc je me garderais bien de dire ce qu'il faut faire. J'essaie de réfléchir et j'écoute et j'apprends. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est une ou deux choses. Premièrement, il y a quelque chose de très paradoxal à dire qu'on va faire en historien un effort pour introduire l'antisémitisme à l'intérieur du problème du racisme. C'est paradoxal, je ne dis pas que c'est une erreur, c'est paradoxal. Pourquoi ? Parce que l'histoire de l'antisémitisme, ou plutôt de la haine des Juifs, parce que le mot même antisémitisme date des années 1880, par là. Donc, et avant, on a détesté les Juifs pendant plus de 2000 ans déjà. Et donc, l'histoire, disons, appelons ça quand même l'antisémitisme, cette histoire, c'est une histoire qui vise le même groupe humain à travers les siècles. Donc c'est une histoire hautement particulière. Aucun groupe humain n'a subi avec une telle continuité, tout en ayant des évolutions, un tel phénomène. Donc, en pur historien, si je peux dire, je pense qu'il faudrait plutôt plaider pour insister sur la spécificité de l'antisémitisme. Mais moi, je suis sociologue, donc je vais défendre ma discipline. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Moi, je suis d'accord avec vous. Hein. Bien sûr. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Non, mais c'est pour ça que je dis qu'on est dans des choses délicates et que c'est bien de prendre le temps de décortiquer un peu, le grain à moudre. Et donc, en pur sociologue, je vous dirais, écoutez, moi, quand j'essaie d'analyser sociologiquement ce qui se passe, comment des gens deviennent antisémites, ou comment ça fonctionne, j'utilise des catégories, je ne vais pas rentrer dans le détail, bien sûr, mais qui sont des catégories qui sont à peu près les mêmes que pour parler du racisme. Donc, il faut circuler, c'est ça la difficulté, entre une spécificité historique et un phénomène plus large, donc on est assez d'accord là-dessus, c'est-à-dire la recherche de ce qui, chez d'autres que soi-même, formerait une sorte d'essence. C'est une sorte d'essentialisation de l'autre qui peut prendre le tour de il est arabe, il est musulman, il est juif, il est jeune, il est vieux, etc. On en fait une essence et à partir de là, on va le détester ou d'ailleurs parfois aussi l'adorer. Alors si vous permettez juste un mot de plus, je pense qu'il y a plusieurs choses qui doivent être faites et que chacun, comme le disait Jacques tout à l'heure, doit être dans son rôle. Je pense qu'il faut un enseignement historique sérieux et que cet enseignement historique ne doit pas opposer l'antisémitisme et son histoire, et par exemple la traite négrière, l'esclavage, ou le génocide turc de 1915, etc. Autrement dit, il n'y a aucune raison de mettre en avant une souffrance historique au détriment des autres. C'est le premier point. Et le deuxième point, et c'est ce qui m'intéresse beaucoup dans ce qui est dit à propos de l'art, c'est que je pense qu'il faut aussi apprendre aux jeunes générations à réfléchir, apprendre à construire des analyses qui reposent sur de l'intelligence, de la réflexion et de la connaissance. Et donc, ça peut prendre différentes formes. Ça peut passer par des formes de sensibilisation qui nous éloignent apparemment du cours d'histoire ou du cours de sciences économiques et sociales ou autres, ou de la littérature. Voilà. Et c'est en ce sens que je trouve qu'il faut écouter Claire. Claire Podesti. Écoutons Claire Podesti. Et tenir compte de ce qui se fait au mémorial de la Shoah. Je suis convaincue de ça. Des deux choses, à la fois du contenu scientifique, et moi c'est vraiment mes formations mémoriales de la Shoah qui m'ont apporté cette distance nécessaire que quand je n'avais pas. Quand vous dites vos formations mémoriales, c'est-à-dire que vous êtes allé au mémorial de la Shoah. Et qui proposent des stages pour les enseignants qui sont de qualité remarquable. Sur le terrain, énormément d'enseignants sont demandeurs de ces formations. Qu'est-ce que vous y avez appris que vous ne scientifiquement, saviez pas auparavant? Au cours de mes études, je n'ai jamais reçu de formation à la Sorbonne spécifique sur l'enseignement de la Shoah. Donc, c'était des UV très générales. Alors, évidemment que après j'ai lu, mais je me sentais pas en début de carrière. J'avais pas assez de connaissances. En tout cas, je pensais que j'en avais pas suffisamment. Et au mémorial de la Shoah, j'ai eu une mise au point scientifique et historiographique qui était un complément nécessaire. Dans l'argumentaire du projet que vous avez présenté, Claire Podesti, vous dites aussi, d'ailleurs, au début de ma carrière d'enseignante, quand on évoquait ce sujet-là, j'avais du mal à accepter la contradiction et la discussion. Totalement.
Je connaissais ce sujet, je savais qu'il était pour moi au cœur des programmes, que c'était essentiel, qu'il fallait aller vers l'éducation aux valeurs universelles. Et en même temps, je me sentais peut-être possiblement remise en cause, donc j'avais un ton très injonctif, je ne laissais jamais parler les élèves. Et puis le savoir descendait comme ça, en me disant, mais ce cours, il est sacré, les élèves ne peuvent pas le contester. À tort. Et c'est le mémorial qui m'a donné cet outil scientifique nécessaire. Ensuite, la déclinaison pédagogique, c'est les rencontres avec des enseignants, ce sont des stages à Yad Vashem, et puis au mémorial également, où là, il y a des déclinaisons proposées. C'est ça l'idée, une des idées en tout cas du mémorial de la Shoah, Jacques Frech, c'est-à-dire de ne pas faire un discours sacralisé autour de la mémoire de la Shoah. Ne pas en faire un discours sacralisé, en faire un fait d'histoire. Ça, on est tous d'accord là-dessus. C'est-à-dire qu'on enseigne à l'intérieur de l'école un fait historique. Néanmoins, une fois qu'on a dit ça, c'est pas suffisant parce qu'il faut donner les outils. On a beaucoup parlé de définition, de vocabulaire. C'est fondamental de pouvoir donner aux enseignants toutes ces nuances très importantes, ce qu'est un crime de guerre, un crime contre l'humanité, un génocide, quelle est la spécificité de la Shoah, est-ce que c'est un crime unique? Non, c'est un crime sans précédent, mais en même temps, il y a eu d'autres génocides, donc on ne faut pas s'empêcher la comparaison, il faut parler des autres génocides également, mais en même temps, il y a un caractère, en effet, spécifique à l'histoire de la Shoah, comme il y a un caractère spécifique à l'histoire du Rwanda ou de l'Arménie. Mais ce qui est important, c'est on se rend compte en effet qu'il y a des questions qui sont posées dans la classe. Et aujourd'hui, c'est une particularité. C'est-à-dire que les élèves, il y a deux types d'élèves. Il y a les élèves qui ne prennent pas la parole parce qu'ils comprennent que s'ils disent des choses, s'ils disent ce qu'ils pensent, ils vont avoir des problèmes avec l'administration. Et puis il y a des élèves... Quand vous dites s'ils disent ce qu'ils pensent, c'est-à-dire s'ils contestent ou s'ils critiquent le discours qu'il leur est professé. Oui, il y a quelques élèves qui sont, vous le savez, aujourd'hui, c'est un des fléaux de notre société, pas seulement en France, mais dans le monde. Il y a des gens qui développent des théories complotistes, et donc il y a des élèves qui sont convaincus que les enseignants assènent une parole officielle, mais que c'est pas la réalité, hein, c'est pas la vérité. Et puis vous avez des élèves qui sont qui vont poser des questions parfois empreintes d'idéologie ou de naïveté. Et ce qui est important, c'est que l'enseignant puisse répondre, non pas peut-être pour convaincre l'élève qui pose la question, mais pour les 29 autres qui sont spectateurs et qui attendent finalement une explication qui soit cohérente. Et ce qui est important, c'est que les enseignants puissent répondre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre système d'éducation, il n'y a pas de formation des enseignants sur la question du Rwanda, l'Arménie, la traite négrière, etc. Donc et puis de mise à niveau des connaissances sur l'histoire de la Shoah, parce que cette connaissance évolue aussi de manière permanente, les outils pédagogiques aussi. Donc nous essayons, en partenariat avec l'Éducation nationale, de faire de ces séminaires des outils dans lesquels les enseignants peuvent puiser et peuvent construire leurs cours. Bon, ben ça veut dire, Michel Vivorca, si on veut que les enseignants aient les moyens de répondre aux questions qui leur sont posées, il faut aussi que eux trouvent les moyens de faire émerger les questions pour savoir peut-être aussi à quels préjugés ils vont avoir à répondre. Parce que l'antisémitisme, ça a des formes multiples. C'est ce que vous expliquez dans votre livre, c'est que c'est quelque chose finalement qui est en constante évolution, et donc ça suppose des discours là aussi qui évoluent. Alors, il ne faut quand même pas trop en demander aux enseignants, mais je trouve que la discussion qu'on a est exemplaire, vraiment exemplaire, parce que ce qui est en train d'être dit, d'une façon comme d'une autre, c'est il faut former les enseignants. Et former les enseignants, ça veut dire d'un côté, évidemment, leur faciliter l'accès aux connaissances, les plus sérieuses qui soient. Donc, c'est une chose. Donc, en faire des gens qui savent ce dont il s'agit, premièrement, pour pouvoir répondre avec des curiosités sur les faits, sur le contenu. Mais deuxièmement, moi, c'est ça que j'entends depuis tout à l'heure, et qui me semble encore plus important, il faut que les enseignants, j'ai envie de dire, il faut leur apprendre à être pédagogue sur ces enjeux-là, leur apprendre à savoir gérer des classes qui sont jamais faciles dès qu'on est dans ces domaines-là. Qu'autrement dit, former les enseignants, c'est pas seulement leur dire venez, on va vous apprendre tout ce qu'il faut savoir sur, y compris la traite négrière, le génocide de 1915, etc. Non, ça en fait partie, mais il faut surtout leur développer avec eux les outils qui vont leur permettre ensuite d'affronter des situations diverses, et ça, je crois que c'est très important, et c'est pas tellement
facile à imposer dans la pratique, parce que l'enseignant, il faut qu'il vienne, il faut qu'il fasse son cours. Et donc, je pense que notre système d'éducation se transforme, n'est pas fermé à tout ça, mais ça se fait à la marge, ça se fait difficilement. Dans tel collège, on peut faire une expérience comme celle de Palaiseau, mais peut-être dans le collège d'à côté, on peut pas. Il faut qu'existe un mémorial pour que ce soit pris en charge. Bon, eh bien, je pense aussi que une des grosses difficultés, voilà, c'est ça. C'est, dans ce pays, avoir de plus en plus de lieux dans lesquels il est possible, je dirais, d'avoir des enseignants qui eux-mêmes vont faire appel à l'intelligence de leurs élèves et aider à l'élever. Donc dialoguer aussi avec les élèves. Alors, et réfléchir avec les dialoguer élèves. avec les élèves. Et c'est vrai que, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, chacun a son rôle. Et les institutions comme le mémorial ont leur rôle, non seulement pour la formation des enseignants, mais quand les élèves viennent au mémorial, ils ne se comportent pas de la même manière que quand ils sont en cours. Donc la parole est beaucoup plus libre, parce que nous, on n'est pas enseignants, on n'est pas leurs parents. Et donc on est aussi capable de les faire parler et de leur faire dire parfois des choses qu'ils n'ont pas envie de dire en cours, qu'ils ne peuvent pas dire en cours, ou qu'ils s'autocensurent. Et moi, ce que j'ai envie de dire aussi, ce que nous, on sent aujourd'hui de la part des enseignants, c'est que si on veut lutter contre l'antisémitisme, il faut aussi parler de l'histoire des Juifs vivants, de l'histoire des Juifs en France, en Europe, et de l'histoire des Juifs aujourd'hui. Parce qu'il y a une telle méconnaissance du judaïsme et de l'histoire des Juifs que ça nourrit tous les fantasmes et tous les préjugés que l'on peut imaginer dans des lieux où, compte tenu du contexte, c'est le chat qui se mord la queue. Et ben dans certains établissements publics, il n'y a plus de juifs parce que les parents ont fait le choix de l'école privée parce qu'il y a eu un acte d'antisémitisme, par exemple. Et comme il n'y a pas de juifs, ça nourrit encore plus les fantasmes, parce que l'antisémitisme, c'est aussi un grand fantasme par absence des juifs. Donc il faut parler à l'école, dans la société, aussi de l'histoire des Juifs, pour déconstruire les préjugés. Est-ce que ça veut dire que pour vous, Jacques Frege, concentrer les efforts, en tout cas au sein de l'éducation nationale, sur l'histoire de la Shoah... Ça serait une erreur. C'est une erreur. Ça serait une erreur. C'est quand même, mais c'est quand même le cas aujourd'hui dans les programmes. Non, tout le monde est-ce qu'on a, par exemple... compris aujourd'hui que même si on veut parler de l'histoire de la Shoah, il faut parler de l'histoire des Juifs avant la Shoah, ne serait-ce que pour avoir les clés de compréhension, ne serait-ce que pour comprendre ce qui a été détruit par la Shoah, mais aussi pour parler tout simplement des Juifs vivants. Claire Podetti. Oui, c'est réintroduit dans une perspective beaucoup plus large européenne. Alors, moi, il se trouve que je fais des voyages sur des lieux de mémoire. Et là, on va à Prague avec les élèves. Et donc, on réintroduit cette histoire dans une histoire européenne, ce que je disais au début, beaucoup plus large et qui inclut les communautés juives avant la Shoah. Et oui, après la Shoah. Et après, évidemment, oui, tout à fait. Vous faites des voyages pour quelles raisons ? Pour que les élèves puissent se rendre compte de visu et ressentir ce qu'a pu être le drame de la Shoah ? Ah non, pardon. Pour rendre l'histoire sensible, je crois que le témoignage participe de ça, la création artistique aussi. Je pense qu'il faut permettre aux élèves à la fois de s'exprimer et de donner cette histoire, enfin de lui donner un caractère sensible, ce qu'on a tendance dans le cadre de la classe à ne pas faire, pas suffisamment en tout cas. Quand on va sur un lieu de mémoire, on arpente le lieu avec les élèves, on voit, il y a des réactions, on est tous différents et il y a des élèves qui réagissent, sur ou avec la rencontre. Alors je pense que la rencontre avec Ida, personne n'est indifférent. Et ensuite, il y a des questions qui surgissent, un besoin de connaissances plus approfondies. Et c'est ça qui m'intéresse, moi. C'est vraiment ce caractère sensible de l'histoire qu'il faut faire surgir dans nos enseignements et sortir du cadre de la classe qui peut être très inhibant. Michel Guillerca. Moi, je suis tout à fait du côté de ceux qui disent qu'il faut faire l'histoire des Juifs. Mais ça pose une question très, très compliquée en France pour une raison principale qui est que, en France, le modèle dominant est ce qu'on appelle parfois le modèle républicain, et que ce modèle républicain, dans ses versions les plus pures et les plus dures, n'aime pas qu'on traite de minorité. Dans l'histoire, disons, des Juifs en France, tous ceux qui connaissent un tout petit peu cette histoire connaissent une phrase très célèbre du comte de Clermont-Tonnerre pendant la Révolution française, où on se demandait, ce qu'on avait fait déjà avant d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait des communautés juives ? Et la phrase est quelque chose comme « Il faut donner aux Juifs tout comme individus
et rien comme nation, rien comme communauté. Ça voulait dire, dans l'espace public, ne venez pas me parler des Juifs. Ce qui fait que pendant très longtemps, il y a eu des hauts, des bas, tout ça a beaucoup évolué, mais avec la Troisième République, cette façon de voir les choses a pris son essor. Il n'y avait pas de Juifs en France, il y avait des Israélites, des gens qui étaient de confession juive. Mais par conséquent, parler des Juifs quand on pense que dans l'espace public, ils ne doivent pas être visibles, c'était pas très facile. Bon, et après tout, l'affaire Dreyfus, c'est une affaire qui montre qu'un personnage, Dreyfus, est quelqu'un qui n'imaginait même pas qu'on puisse le traiter comme juif. Enfin, il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Et donc, ce modèle qui a eu ses grands avantages, je ne suis pas en train de dire qu'il faut s'en débarrasser comme ça, mais ce modèle est un obstacle intellectuel à dire on va faire l'histoire des Juifs en France. Et par conséquent... Et si on fait l'histoire des Juifs, on fait l'histoire des Noirs, on fait l'histoire des musulmans, on fait l'histoire des catholiques et des protestants. Pourquoi pas? Mais qui est noir, qui n'est pas noir, etc. On rentre dans des discussions compliquées. Et donc, je pense qu'on est dans un pays qui sait que le vieux modèle républicain dans ses conceptions pures et dures, c'est-à-dire, je ne veux pas que dans l'espace public, on voit des Juifs en tant que tels. Bon, ce modèle-là ne tient plus la route. On est en train de chercher, il y a des gens qui proposent des choses et d'autres, on essaie de... Les Juifs sont devenus très visibles, donc de toute façon, mais faire dans les programmes officiels de l'école républicaine, dire on va faire un enseignement d'histoire juive, par exemple, à l'université c'est autre chose. Mais dans l'école publique, je pense que ça se heurterait à des difficultés d'ordre, disons, intellectuel. Claire Podetti, alors oui, juste une précision, je me suis mal exprimée, c'est pas l'histoire en fait des Juifs, mais pour les élèves, il y a une méconnaissance totale de la culture juive européenne. C'est ça qu'il faut, et je pense qu'il faut parler de ça avec les élèves. Quand on va à Prague, on voit, on arpente la ville, on visite et je leur parle un petit peu de ça. Donc il ne s'agit pas effectivement de faire l'histoire de la communauté juive, mais de la replacer avant la Shoah. Sinon, ils n'ont qu'une vision de la Shoah et c'est tout. Jacques Frege, il y a aussi des élèves qui considèrent qu'on leur parle beaucoup trop de la Shoah, qui a une forme presque de lavage de cerveau, c'est-à-dire qu'à force, on leur en parle peut-être en primaire, on leur en parle au collège, on leur en parle encore au lycée. Vous vous étiez adressé à certains d'entre eux dans une réponse, dans une tribune dans le journal Le Monde, puisqu'il y avait eu un reportage auprès de jeunes qui vont voir les spectacles de Dieudonné, et qui justement argumente en disant voilà, lui au moins il a compris que voilà, on pouvait pas se limiter qu'à la Shoah. Qu'est-ce que vous répondiez justement à ça? C'est-à-dire, est-ce que on parle trop de la Shoah aujourd'hui au sein de l'éducation nationale, et est-ce que ça peut avoir un effet contre-productif? C'est-à-dire, à trop en parler, ça peut crisper certains. Alors, je vais le prendre à l'inverse. Oui, à trop en parler, ça peut brusquer certains. Mais je vous rassure, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, vous pouvez faire confiance aux enseignants et vous pouvez faire confiance aussi à l'éducation nationale qui a chargé la barque. C'est-à-dire que les programmes d'enseignement à l'école sont tels qu'aujourd'hui, un professeur qui ne parlerait que de la Shoah tout au long de son année serait sanctionné pour ne pas parler du reste. Donc, et pourtant, vous avez des élèves qui vont avoir l'impression qu'on leur en parle trop. Ce qui est important, si vous voulez, d'abord, c'est de dire à cette antenne que l'enseignement d'histoire de la Shoah, c'est 2 heures dans l'année, c'est 2 heures obligatoires. Au niveau du cycle 3, c'est plus ou moins abordé. Au niveau de la 3e et de la première, l'obligation, c'est 2 heures. Et puis après, selon les sensibilités des enseignants, un enseignant va faire peut-être plus, en effet, un voyage à Auschwitz, c'est une préparation, une sortie scolaire dans un musée, etc. etc. Mais dans une année comme 2014, où on a beaucoup parlé de la Première Guerre mondiale, il suffit de voir à quel point on a parlé de cet autre événement historique. Donc, il suffit de remettre cela en perspective. C'est pas tellement les élèves qui posent ces questions-là. Vous savez, c'est parce que les élèves vivent au quotidien l'enseignement du programme d'histoire. C'est plutôt des militants politiques qui sont positionnés à l'extérieur de l'éducation nationale, qui vont dire on parle trop de la Shoah. Finalement, c'est uniquement pour laisser croire qu'il y a la question de la compétition des mémoires et qu'on parle plus des Juifs que d'un autre sujet. Mais il y a derrière
une volonté politique. Alors, je parle de l'éducation nationale, je ne parle pas des médias. On pourrait en effet, et là, se poser la question de savoir si les médias parlent trop de la Shoah ou pas. Moi, à mon avis, c'est oui. C'est-à-dire que si les médias en parlaient moins et en parlaient mieux, vraisemblablement, il y a des questions qui n'existeraient pas aujourd'hui. Mais au sein de l'éducation nationale, on ne peut pas taxer les enseignants d'être devenus des machines à ne parler que de la Shoah pour je ne sais quelle bonne raison. Ça fait partie des questions qui vous sont posées dans le livre L'antisémitisme expliqué aux jeunes, Michel Viorca. Alors, tout à fait. Et après tout, moi j'ai envie presque de renverser complètement la proposition de question que vous faites. Je trouve que ceux qui en parlent beaucoup, c'est l'extrême droite, c'est Dieudonné, c'est ces gens-là. C'est eux qui sont obsédés par les Juifs, par la Shoah. Et je pense que ce qu'ils en disent est tellement affligeant sur le plan de la simple connaissance que ça mérite vraiment, précisément, d'être contré. Je vous en donne... Mais vous contrez comment? Par exemple... je vais vous donner un exemple. Je prends juste un tout petit exemple. Dieudonné s'est fait l'écho d'une théorie selon laquelle ce sont les Juifs, les Juifs qui ont organisé la traite négrière. Et théorie qui rencontre un certain écho, justement, c'est ce que vous dites dans le livre. Alors, c'est une théorie, elle a été inventée à la fin des années 80 par un universitaire américain qui a été aussitôt démenti par des intellectuels noirs américains. Donc aux États-Unis, ça ne passe plus. Mais ça a été importé en France, peut-être via les Antilles, je ne connais pas exactement le cheminement, peu importe. Toujours est-il... Eh bien voilà, et donc on reproche à l'éducation nationale, avec ces 2 heures de cours dont il vient d'être question, on lui reproche de raconter, d'être obsédé par la Shoah et d'en faire trop. Mais qu'est-ce qu'on met en avant? On met un discours de haine qui repose sur des propositions pseudo-historiques totalement fallacieuses. Et donc, je pense que oui, il faut contrer ça. Il ne faut pas laisser s'exprimer ça. Il ne faut pas accepter que des personnages racistes, antisémites et tout ce qu'on voudra puissent raconter n'importe quoi tout en dénonçant ceux qui, à l'école, font leur travail. Pour répondre à ce genre d'argument, vous pouvez convoquer l'histoire. Pour répondre à d'autres arguments, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. J'ai évoqué en début d'émission l'étude de la Fondation pour l'innovation politique qui a été publiée il n'y a pas très longtemps sur l'antisémitisme dans l'opinion publique française. Alors on ne va pas revenir sur la méthodologie qui a été assez critiquée, mais il en ressort d'un point de vue général que le deuxième préjugé le plus répandu à l'égard des Juifs dans la population française, ça serait celui-ci: les Juifs ont trop de pouvoir dans le domaine de l'économie et la finance. C'est un préjugé partagé par un quart des personnes interrogées. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça, Michel Viorca? Et comment est-ce qu'on explique que ce préjugé-là, qui est un vieux préjugé justement à l'égard des Juifs, soit encore à ce point actif aujourd'hui? Il faut d'abord dire ce qu'il en est, c'est-à-dire que c'est un préjugé qui date au moins du Moyen-Âge, d'une époque où les Juifs étaient refoulés en dehors d'un certain espace public et où les métiers dans lesquels ils pouvaient s'aventurer étaient, entre autres, mais il n'y avait pas que ça, des métiers d'argent. Mais vous allez dire quoi aujourd'hui? Regardez, alors dans les grands patrons, chez les capitaines d'industrie ou dans la finance, il n'y a pas tant de Juifs que ça, parce que regardez, il n'y en a que 2%. Moi, je crois que si on s'embarque sur ce genre de choses, on va à la catastrophe, parce qu'on découvrira des choses qui concerneront pas seulement les Juifs. Donc on dit quoi justement? Bon. C'est ça qui est compliqué. Écoutez, on dit qu'il y a des Juifs dans toutes les catégories sociales de la population, et qu'il y a des gens très riches dans d'autres milieux que Juifs, que si vous allez dans une grande école, c'est pas parce que vous êtes fils d'ouvriers, c'est parce que vous êtes fils de gens, il y a des différences sociales, si vous voulez. Bref, si on veut chercher quels sont les groupes qui se reproduisent plus que d'autres dans les sphères du pouvoir ou de l'argent, il y a 1001 façons de s'y prendre, et pas seulement celle-là. Et donc, voilà, moi, je commencerai par dire ça. Nous, on a essayé de travailler sur cette question-là quand on a fait ce séminaire, ce stage de citoyenneté, c'est comme ça qu'il s'appelle. On a essayé, au lieu de travailler sur le cœur de cette question, on a essayé de donner les quelques informations que vous venez de donner, mais on a surtout essayé de travailler sur comment naît un préjugé. Comment on arrive à créer une généralité à partir d'un sentiment personnel qu'on a autour de soi, et tout d'un coup on crée une généralité, et c'est ainsi que va naître un préjugé qui peut avoir la vie longue. Mais je crois que si on ne va pas se mettre à compter le nombre de banquiers qu'il y a dans l'économie mondiale, c'est un préjugé qui est vieux comme le monde. Ce qu'il faut à la limite montrer, c'est qu'il est vieux comme le monde, et que l'antisémitisme finalement ne se renouvelle pas, ou très peu. Merci beaucoup Jacques Fredge, Michel Viorca et Claire Podetti d'avoir participé à cette réflexion qui mériterait évidemment qu'on la prolonge. On essaiera de consacrer une nouvelle émission
émission bientôt à ce sujet. L'antisémitisme expliqué aux jeunes. Je rappelle le titre de votre livre, Michel Vivorcas, c'est publié au Seuil. Voilà, on se retrouve demain à 18h20.